Bonjour à tous. Vous êtes ici à un panel que l'on a baptisé « Meilleure ville, meilleure vie ». Alors, je vais me présenter. Moi, je ne vais simplement animer et tenir la montre. Je m'appelle Émilie Torgemène, je suis journaliste pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France et je m'occupe de questions d'environnement. À ma gauche, immédiatement, vous avez Michel Desvignes, qui est paysagiste, le paysagiste star en France. Il n'aimera pas que je le dise, mais c'est vrai. À ma droite, vous avez Léonore Monconduit, qui est maire de la ville de Poitiers. Un petit peu plus loin à ma droite, vous avez Bernard Mounier, qui est donc le président de Bouygues Immobilier. À sa droite, immédiatement, vous avez Sten Van Osteren, qui est ici le local de l'étape, puisqu'il est attaché diplomatique pour les Pays-Bas à l'UNESCO. Mais s'il vient nous parler aujourd'hui, c'est pour nous parler de vélo, puisque c'est le porte-parole du collectif Vélo Île-de-France. Et enfin, à ma gauche, vous avez Lucille Declercq, qui est la présidente de l'association Entourage. Et tous ensemble, on va donc s'intéresser au futur de nos villes. C'est une question passionnante et c'est une question d'importance. Pardon Philippe, pardon, à un près, je le savais, mais je ne pensais pas que ça tomberait sur vous. Et oui, j'ai effectivement oublié Philippe Simet, qui est philosophe et qui va nous apporter beaucoup dans ce débat. Excusez-moi. Donc je vous disais, oui, on va s'intéresser à l'avenir de nos villes, au futur de nos villes. Donc une question passionnante pour tous nos interlocuteurs, mais aussi d'importance, puisque on le sait maintenant, on est 8 milliards aujourd'hui sur cette terre. On pense qu'en 2050, époque où nous serons près de 10 milliards, 9,6 milliards, plus de 70% des habitants humains de cette terre vivront en ville. Ces villes qui subissent, comme le reste de la planète, le réchauffement climatique. On l'a vu cet été, à d'autres moments, on a chaud en ville. On se demande s'il ne faut pas réintégrer de la végétation, ne serait-ce que pour limiter les effets d'îlots de chaleur. On sait que cet avenir va être de plus en plus problématique. Le GIEC nous dit que 75% de la population d'ici 2100, je nous projette encore un petit peu plus loin, pourrait souffrir de ces vagues de chaleur dans des villes très denses, peut-être trop minérales, on en parlera ensemble. Et alors, à nous tous, aux constructeurs, aux paysagistes, aux citoyens, aux élus, de réfléchir à comment continuer à faire évoluer ces lieux de vie en respectant et en naviguant entre des écueils un peu différents qui sont il faut continuer à construire, il faut rénover, mais comment est-ce qu'on peut nourrir, est-ce qu'on peut rendre ces villes aussi désirables? Et bien c'est de tout ça dont on va parler ensemble. Donc j'étais un tout petit peu longue. La première question que tout le monde se pose, et c'est vraiment quelque chose dont on parle tous tout le temps, c'est est-il possible de ramener du vert dans la ville? Des chercheurs parlent de vitamine G pour vitamine green. On a besoin d'arbres, ne serait-ce que pour notre santé mentale. On en parlera peut-être aussi. Ok, mais comment fait-on? Est-ce un effet de mode? Alors c'est vers vous, Michel, que je vais me tourner d'abord. Comment est-ce qu'on fait pour réintégrer du végétal dans nos villes? Alors, je commencerai par dire que je ne connais pas cette assemblée, donc je ne sais pas très bien comment le dire. Depuis une vingtaine d'années, les grandes villes, les métropoles, ont fait, je crois, de très grands progrès conceptuels. Enfin, on le sait tous, beaucoup de projets ont été faits par les métropoles, parce que nous sommes dans une période où on ne construit pas de villes, en tout cas dans notre pays, mais on transforme nos villes. On est dans une grande période de recomposition de nos territoires urbains, et peut-être grâce à l'influence des projets peut-être médiatiques du Grand Paris, toutes les métropoles se sont aujourd'hui dotées de visions, de projets à long terme pour se transformer. Ces transformations s'accompagnent de visions de paysages. C'est-à-dire, on est tous à peu près convaincus que le paysage est un vecteur de recomposition de nos territoires. Alors, un des éléments... Donc c'est plutôt une note assez optimiste. Il y a 30 ans, des élus, un Premier ministre me disait « Vous n'imaginez pas à quel point on a un déficit de projets ». Ce n'était pas le cas d'autres pays européens, mais nous avions, c'est vrai, un déficit. Donc il y a des visions. Ces visions, justement, profitent de mutations profondes
les friches industrielles sont très abondantes. Les friches industrielles ont permis d'imaginer une recomposition où, bien sûr, on associe le développement et une présence de paysage. Alors, je voulais citer un exemple. Par exemple, à Bordeaux, pour ceux qui connaissent Bordeaux, on nous avait demandé de réfléchir à ceci. Comment faire un plan de paysage pour Bordeaux? Et à l'évidence, moi je pensais que le long de ce fleuve, sur 6 km, on devait donner la place à la nature le long du fleuve. Et c'est, je dois dire, un de mes plus grands plaisirs professionnels. Le maire a accepté de déclasser 50 hectares constructibles qui ne l'ont pas été et qui ont donné place à ce qui s'appelle le parc aux Angéliques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire une transformation complète du plan local d'urbanisme. Ça veut dire, bien entendu, d'autres visions de la construction. On a construit plus dense ailleurs. L'équation économique existe, évidemment. Il y a eu acquisition de ces terrains et un aménagement d'ailleurs très sommaire. Mais vous voyez, c'est exactement ça. Et de quoi s'inspire-t-on? À la fin du 19e siècle aux États-Unis, au début du 20e siècle, il y a eu ce qu'on appelle les systèmes de parcs. Ceux qui sont allés à Washington, à Chicago, à Boston, connaissent ces très grandes continuités de parcs qui souvent révèlent une géographie naturelle préexistante. La viabilisation des villes américaines lors de leur développement pendant la période industrielle s'est faite sur la géographie naturelle par une amplification de la géographie naturelle. Nous ne l'avons pas faite ici. Notre viabilisation est souvent faite par des ingénieurs, les paysagistes arrivant loin après. Aujourd'hui, c'est différent. Dans la recomposition de nos territoires, on peut trouver ces continuités géographiques que nous n'avons pas su voir il y a un siècle. Et c'est à l'œuvre et on doit s'en réjouir. Donc ce qui est un peu ingrat pour nous tous, c'est que ce sont des choses difficiles à montrer, parce qu'elles engagent le temps long. C'est des choses qui mettent une génération, 2 générations, ce qui intéresse assez peu, en général, les journalistes, puisqu'il n'y a rien à voir. Les politiques, pas toujours, parce qu'effectivement, ce n'est pas payant à court terme. Désolé pour ici une représentante de la politique, mais j'ai tendance à dire qu'il y a tout de même une administration qui est forte. Nous avons des outils, nous avons de la permanence dans nos sociétés qui permettent en effet d'envisager la mutation de nos territoires sur 30 ans. Donc oui, c'est possible, il y a d'importants modèles qui fonctionnent. Encore une fois, ces inventions de parc système aux États-Unis, fondées par des grands philosophes, Emerson, Thoreau, ont toujours du sens, ont de plus en plus de sens. Nous pouvons aujourd'hui, dans la recomposition de nos territoires, créer ces continuités manquantes à l'échelle de la géographie naturelle, retrouver de la place pour l'eau, retrouver de la place pour le végétal, mais à l'échelle juste. Si chaque jardinière compte, tout de même, il ne faut pas qu'on se trompe. Nous sommes dans une période de grands projets. Malheureusement, il y a une sorte de tabou, on parle difficilement des grands projets aujourd'hui. Ils existent, ils sont plutôt réjouissants, et dans beaucoup d'entre eux, en effet, les transformations paysagères existent. Alors, on a entendu toutes les deux le petit coup de griffe sur le temps long. Je ne vais pas parler de problématiques médiatiques, mais quand on est élu, comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on met en musique cette envie et ce besoin de vert ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, heureusement, pour répondre tout d'abord au coup de griffe que je n'ai absolument pas pris comme ça, les temps changent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites que végétaliser la ville n'aurait pas de bénéfice immédiat. Je pense au contraire qu'aujourd'hui, il serait difficile de sortir des grands projets d'aménagement urbain sans une partie de végétalisation parce que les citoyens et les citoyennes ne l'accepteraient pas, ou en tout cas tel que je le perçois de mon point de vue d'élu, l'acceptent de moins en moins et le demandent, et c'est heureux. C'est-à-dire qu'il y a une pression citoyenne qui contraint aussi les politiques à agir en ce sens. Avant de répondre à votre question du comment, parce que je crois que c'est aussi le sens de la présence d'une maire ici lorsqu'on parle des villes, mon rôle c'est aussi d'illustrer comment ça se passe à l'échelle d'une ville moyenne comme Poitiers. Je souhaite revenir, si vous le permettez, à votre question initiale. Est-ce que c'est un effet de mode végétalisé ? Parce que je m'inscris vraiment en faux par rapport à cette question, cet enjeu de la végétalisation qui serait finalement dans l'air du temps et qui pourrait ne plus l'être demain. Redonner à la nature sa place en ville, c'est une priorité pour de nombreuses villes comme ça l'est pour Poitiers. Ce n'est pas un effet de mode. Le syndrome de manque de nature est un phénomène scientifique qui a
à de très nombreuses fois été documenté. Le manque de nature, c'est-à-dire l'absence de la nature dans le quotidien, et en particulier le quotidien des personnes qui vivent en ville, a des effets extrêmement, un impact extrêmement fort et la plupart du temps négatif sur le bien-être en général. On sait que ne pas être en contact avec la nature, ça nourrit l'éco-anxiété qui s'empare de plus en plus des citoyens et des citoyennes, et en particulier des plus jeunes. Ça a un impact sur la santé, et on sait combien l'immunité, par exemple, l'immunité sanitaire peut réduire aussi à mesure que nous sommes moins en contact avec le dehors, avec le plein air, avec la nature. Et puis ça a un impact aussi sur l'éducation, et j'y reviendrai peut-être si nous avons le temps, sur la question de l'éducation de nature qui me tiennent vraiment à cœur. Et c'est aussi, ce syndrome de manque de nature a un effet sur nous en tant qu'humains, mais c'est aussi un syndrome politique, à mon sens. On peut attribuer l'urgence écologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui et la difficulté à faire émerger une conscience collective sur le sujet à une déconnexion entre l'humain et la nature dont il est pourtant issu. Je suis très intéressée par les travaux d'un psychologue qui s'appelle Peter Kahn, qui parle d'amnésie environnementale générationnelle. Notre génération aurait perdu tout contact, ou en tout cas aurait trop distendu le contact entre l'humain et la nature, ce qui nourrirait l'urgence environnementale et notre difficulté à y répondre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors bien sûr, il n'y a pas que ces enjeux-là. Ce qui a été décrit, végétaliser la ville, ça répond aussi à des enjeux de capture de carbone, qui est l'une des urgences si on veut faire ça face au changement climatique. Ça répond à des enjeux de lutte contre les canicules et les îlots de chaleur en ville que nous avons connus de manière dramatique encore cet été. Ça répond à des enjeux de lutte contre la sécheresse en ville aussi. Lorsqu'on végétalise, on permet de favoriser la désimperméabilisation des sols. Donc, c'est bien loin d'être un phénomène de mode, c'est un enjeu extrêmement global. Alors, comment faire à l'échelle d'une ville comme Poitiers, qui est une ville moyenne, 100 000 habitants, 200 000 habitants pour l'agglomération, donc on n'est pas une métropole, mais on n'est pas non plus un village. Pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, nous, à Poitiers, on estime qu'il y avait 42 000 arbres aujourd'hui. Notre objectif, pendant le mandat, c'était d'aboutir à 35 000 arbres, donc d'en mettre 35 000 de plus, non pas d'en réduire, oui, d'en mettre 35 000 de plus. Et c'est un objectif que nous réussirons à atteindre cette année. Il y a une réelle motivation des équipes et il y a surtout une réelle accélération de la prise de conscience de l'urgence d'aller dans ces solutions-là. Donc 35 000 arbres plantés en 2 ans, du coup, avec à chaque fois 2 dimensions. Ce que nous portons, nous, en direct à la mairie, dans le cadre de l'aménagement de l'espace public ou de grands projets urbains. Nous avons, par exemple, l'an dernier, planté 2 forêts urbaines. Et nous avons vraiment demandé aux équipes de nous saisir de tous les espaces disponibles, même ceux qui ne sont pas forcément les plus appropriables par les citoyens, les bassins d'orage, les accotements de voirie. Et puis, vous avez parlé de la renaturation. Alors, je pense que certains nombre d'entre vous connaissent le projet de la Bièvre à Paris, qui consistait à rendre à l'air libre une rivière. Et bien, à Poitiers, nous avons la Boivre, qui est une petite rivière qui est complètement engoncée sous le quartier de la Gare. Et bien, nous avons pour projet de renaturer la ville en redonnant, en rendant cette rivière aux Poitevines et aux Poitevins. Mais à chaque fois, donc il y a ce qu'on fait nous, ce qu'on porte nous, et puis on souhaite vraiment à chaque fois que c'est possible associer les citoyennes et les citoyens, en faire vraiment un objet d'appropriation citoyenne, cette question de la renaturation de la ville. Et donc notre plan s'appelle Nature par tous, Nature pour tous, nature par tous. Et il y a tout un tas de dispositifs qui permettent vraiment aux gens de se saisir de cet enjeu-là. C'est pas forcément, on n'est pas les seuls à le faire, mais une naissance, un arbre. Quand un bébé naît, on offre un arbre aux parents. Faites de votre rue un jardin. Chaque personne peut, devant sa maison, si elle le souhaite, bénéficier d'un accompagnement à la végétalisation. Pour chaque chantier urbain, systématiquement maintenant, on intègre la question de la végétalisation des façades. Et puis ce week-end, c'est la Sainte-Catherine. Donc à la Sainte-Catherine, tout prend racine, n'est-ce pas? Donc on a un gros week-end de plantation participative où sur 35 000 arbres, on va en faire 500 avec les citoyennes et avec les citoyens. Et c'est en ça aussi que je dis que ça marche, ça prend en fait. Il y a vraiment un engouement citoyen autour de ces enjeux-là, ce qui est heureux. Est-ce que j'ai le temps de parler un petit peu d'éducation nature ou on y reviendra après? Bon, on y reviendra après. Si vous voulez bien, on y reviendra après. Puis je compte sur la question du public pour vous relancer là-dessus.
Oui, je voulais. C'est un point un peu plus précis, mais je voulais parler des toits végétalisés qui, je l'ai appris tout à l'heure lors de la présentation, peuvent être plus problématiques que ce dont on a parlé, à savoir renaturation, forêt urbaine. Quand on est un promoteur immobilier tel que Bouygues, qu'est-ce qu'il en est des toits végétalisés ? Est-ce que c'est un espoir pour le retour de la nature en ville ? Bonjour. Alors, il me revient la dure mission finalement d'être celui qui va construire. Parce que fondamentalement, je pense qu'il y a une prise de conscience sociétale qui est de dire oui, comme vous l'avez dit très justement, il faut ramener la nature en ville. Il faut ramener la nature en ville parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de nature et tous les phénomènes liés à la proximité de l'homme avec la nature sont des phénomènes qui montrent qu'il y a quelque chose qui permet à l'homme de vivre mieux. Si je vous demandais, comme on l'a demandé à la plupart de nos clients, quand on a fait des tests post-Covid, de fermer les yeux et de me dire à quoi vous pensez de la ville de demain, vous allez penser à l'eau et au végétal. Vous n'allez pas penser au bâti. Et donc cette problématique, elle est forte. Et donc notre problème, nous, promoteurs, finalement, à partir du moment des élus qui sont dans cette thématique-là, c'est quels sont les moyens technologiques pour ramener sur le bâti, pas dans l'espace public, mais sur le bâti ou sur la parcelle ou dans le quartier, des éléments de nature. Les éléments de nature, c'est bien sûr de les ramener sur toute la partie qui est déjà construite. C'est-à-dire que si vous construisez, si vous rénovez ou si vous transformez des friches, bien entendu, vous allez pouvoir ramener de la nature. Donc ça, c'est un parti pris qui doit être pris au niveau de l'aménagement du quartier par les élus, par ceux qui sont les décisionnaires de l'aménagement, fondamentalement, de dire qu'est-ce que l'on veut faire de ces friches. On parle beaucoup de densification, de surdensification. Il y a énormément de friches dans toutes ces villes, dans les grandes villes plus que tout ailleurs. Ces villes se sont étendues, donc il y a ces friches industrielles, puisque le territoire industriel a plus ou moins été abandonné. Et puis il y a aussi une façon de faire que la ville s'est étendue et qui fait qu'aujourd'hui, cette ville a gagné des industries, des centres commerciaux qui finalement peuvent être transformés. Et donc si on veut ramener la ville, de la nature en ville, bien sûr, il faut traiter les espaces publics, il faut prévoir des parcs supplémentaires, il faut prévoir des zones un peu plus fraîches. Mais sur le bâti, qu'est-ce qu'on fait ? Sur le bâti, la réponse de la toiture végétalisée est une réponse, parce qu'elle permet, un exemple très très simple à Paris, vous prenez le tribunal de grande instance à Paris, où l'architecte Renzo Piano avait cette commande, finalement, d'essayer d'avoir un coefficient de biotope, c'est-à-dire finalement combien de surfaces artificialisées et de combien de surfaces rendues à la nature. La conception de son bâtiment fait qu'il y a 1 hectare de surface plantée, les toitures du TGI, les terrasses du TGI, vous les voyez de loin, c'est 350 arbres, c'est pratiquement 1 mètre de terre, et donc ce sont des vrais parcs. Et au sol, il y a juste l'emprise du bâtiment. Bon, c'est une solution, c'est-à-dire qu'on construit moins sur la même parcelle et on remet sur le bâti plus de végétaux. Alors quand on dit on fait des toitures végétalisées, moi il y a des erreurs qui se font sur les toitures végétalisées. C'est-à-dire que mettre des toitures végétalisées dans lesquelles on va mettre des centaines de litres d'eau parce qu'on a mis des toitures végétalisées avec des végétaux qui ne sont pas adaptés au climat dans lequel on les a mis parce que finalement ce n'est pas ce qu'il fallait faire, il faut revenir à la base. La base c'est que si vous prenez de la terre suffisamment riche ou suffisamment nourrie et que vous la mettez par terre, vous laissez la nature faire, la végétalisation va se remettre naturellement. Il faut juste l'aider. Et donc il faut revenir à ces systèmes de végétalisation qui sont un peu naturels. Et il ne faut pas croire que dans les villes, ça ne se passe pas. Partout où on fait ça, eh bien, on ramène une biodiversité, les oiseaux reviennent, les abeilles reviennent. Ça vous étonnera peut-être, mais à Paris, on a sur toutes les grandes opérations, on installe des ruches, on a du miel qui est fabriqué à partir d'abeilles qui sont dans Paris. Bon, donc ça veut dire que la nature reprend ses droits. Il existe aujourd'hui toutes les technologies suffisantes et nécessaires pour renaturer la ville dans le bâti ou dans le quartier. Il faut que quelque part cette conscience citoyenne qui s'exerce et qui est liée à une prise de conscience post-Covid, finalement, de comment j'ai envie de vivre la ville, puisque le Covid nous a enfermés dans nos appartements, on nous a empêchés de sortir à certains endroits. Donc comment j'ai envie de vivre dans mon appartement, comment j'ai envie de travailler, et comment je peux faire bouger tout cela. Et moi, je crois, comme vous l'avez dit très justement, qu'on fera bouger tout ça par l'acculturation. Les collaborateurs de Bouygues font pratiquement tous une petite formation qui consiste à faire la fresque du climat. Quand vous avez fait la fresque du climat, vous ne restez pas complètement, j'allais dire, inerte par rapport à ces problématiques-là. Et donc, ces collaborateurs qui travaillent dans ces métiers-là
fondamentalement, on ne va pas leur demander de faire une ville dans laquelle ils ne voudraient pas habiter. Donc c'est eux qui vont concevoir ces projets. Et c'est eux qui vont peser finalement sur cette façon de concevoir à partir du moment où on a des élus, des aménageurs, des pouvoirs publics qui nous laissent le faire. Ne nous réfugions pas derrière le fait que la technique ne permet pas de le faire ou que l'équation économique ne permet pas de le faire. C'est faux. Et je pense qu'on va y revenir. Tout à fait. Léonore Monconduit, vous disiez que sur ces 35 000 arbres supplémentaires, une partie était appropriée par les citoyens. C'est une question qui a été beaucoup travaillée par Philippe Simet. Construire une ville plus durable et plus verte, c'est très bien, on en a besoin. Maintenant, il faut que cette ville soit appropriée, soit inclusive. Vous avez travaillé sur la ferme du Rail, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bonjour à toutes et à tous. La ferme du Rail, c'est la première ferme à Paris, mais qui a pour particularité d'être une ferme d'insertion. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent sont des personnes qui avant étaient en situation de rue et qui là apprennent un métier lié à la collecte des biodéchets, à la fabrication du compost et puis du maraîchage urbain. Et donc, je crois que ce point, pour moi, il est très intéressant parce que la renaturation en elle-même, dans le fond, ça dit pas grand-chose. Quel est le projet de société que nous portons autour de cette place que nous voulons donner aujourd'hui à la nature? Donc, c'est pas une question qui est uniquement environnementale, c'est aussi une question qui est une question sociale. Sinon, on va vite être dans l'écologie de la calculette. Hein. On va compter les arbres, on va compter les mètres carrés, on va compter le bilan carbone, mais voilà, comment on fait place aux autres les plus, voilà, à tous ceux qui sont dans des situations minoritaires, mais qui sont quand même assez nombreux, aux autres humains et aux autres aussi non humains. Et je crois que la question fondamentale que nous devons nous poser, c'est quelle relation voulons-nous avoir avec cette nature ou ce qu'on met derrière ce mot? Quelle relation avec les vivants non humains? Quelle relation avec les arbres? Quelle relation avec les plantes? Quelle relation avec les animaux? J'ai la chance de travailler depuis une dizaine d'années pour la chaîne Arte, d'aller un peu partout dans le monde voir comment les autres humains habitent. Eh bien, c'est merveilleux de voir à quel point ils ont développé des relations avec ce que nous appelons des matériaux biosourcés. C'est-à-dire, voilà, quelle relation on peut avoir avec les arbres, y compris quand on les coupe. Voilà. Comment considérer des joncs comme des parents? Alors bien évidemment, ça va être difficile pour nous de considérer qu'une plante a un lien familiale avec nous, mais on peut avoir vis-à-vis d'elle des formes d'attention et d'égard qui renouvellent notre expérience du monde. Et dans le fond, si nous ne sommes pas capables de changer collectivement la façon dont on donne une place aux vivants, voilà, on pourra toujours donner des mètres carrés à la nature, mais on gardera les mêmes manières d'habiter, les mêmes manières de construire qui aujourd'hui rendent le monde inhabitable. Donc la question, voilà, c'est la question de la relation et de la place qu'on donne aux autres, et notamment à tous les délaissés, je trouve, de nos sociétés. Vous évoquiez les matériaux de construction, alors avec un lien de famille effectivement qui peut être un peu difficile à appréhender dans notre culture. La construction, c'est déjà et ça va être un enjeu important. On parle beaucoup de rénovation énergétique, évidemment, des bâtiments pour nos économies d'émissions de gaz à effet de serre, nos économies d'énergie. Mais le bâti va aussi devoir et doit déjà intégrer tout un tas de solutions d'adaptation. Question un peu provocatrice s'il en est, mais puisqu'on parlait de matériaux, est-ce qu'il faut, Bernard Mounier, est-ce qu'il faut en finir avec le béton? Est-ce que le béton, c'est le grand coupable? Non, écoutez, je vais avoir un discours un peu au risque de me faire quelques ennemis. Il va falloir remettre les chiffres dans les bonnes cases. En France, globalement, le coût de construction du logement tel que vous le connaissez, c'est de l'ordre de 1 500 € de construction. Je ne crois pas qu'on puisse acheter aujourd'hui un logement en France à 1 500 € en sortie de construction. Et donc de se dire qu'aujourd'hui, la problématique finalement qui ferait qu'on ne peut pas végétaliser, qui ferait qu'on ne peut pas décarboner notre activité, qui ferait que finalement on ne peut pas transformer la façon de faire, est une équation purement économique liée au coût de construction, je pense que c'est une erreur. Je vais revenir à l'histoire du béton.
Le béton est un matériau qui est excessivement polluant. Effectivement, il faut trouver une matière qui va remplacer ce produit béton. Avec les grands enjeux qui ont été ceux du béton. Il ne faut pas se tromper, le béton, il a permis de démocratiser l'acte de construire, il a permis des prouesses qui ne pourraient pas avoir lieu si le béton n'existait pas. Maintenant, c'est un matériau qui est fabriqué avec à l'origine du ciment, et le ciment tel qu'il est fabriqué aujourd'hui, c'est un gros polluant. De mémoire, je crois qu'on consomme 60 milliards de tonnes de ciment, enfin c'est monstrueux. Bien, donc l'équation économique du coût du béton. Alors c'est sûr que vous entendez parler de béton bas carbone. Bon, le béton que l'on appelle bas carbone, il diminue l'empreinte carbone de 20%. C'est pas grand-chose, ça suffit pas. Il coûte 10% plus cher. Le béton ultra bas carbone, qui est fabriqué non plus à partir de ciment, mais fabriqué dans un modèle qui est complètement différent, qui est un modèle de colle, qui commence à avoir le jour un peu partout sur la planète, coûte en moyenne 80% plus cher. Bien, si je regarde par le petit bout de la lorgnette et que je dis qui doit faire l'économie en bout de chaîne, si l'économie en bout de chaîne, c'est le maçon qui va couler du béton et à qui on a acheté son béton au prix du béton classique, c'est sûr que lui ne va pas pouvoir faire l'effort. Et donc fondamentalement, si l'équation c'est de demander au maçon en bout de chaîne de faire l'effort, de trouver l'économie de 80% de coûts supplémentaires pour mettre du matériau bas carbone, il ne va pas y arriver. Mais je reviens à mon équation de départ. Dans l'acte de construire, où sont les vecteurs sur lesquels on peut améliorer pour que finalement ça coûte moins cher ? Pourquoi faut-il 3 ans ou 4 ans pour sortir un projet ? Pourquoi faut-il 10 ans pour démarrer un quartier ? Pourquoi aujourd'hui notre dispositif ne nous permet pas de construire plus vite, plus modulaire, plus industrialisé, et avec des industriels qui sont prêts à suivre ? La grande tendance du marché aujourd'hui, c'est que les industriels de l'acte de construire, aujourd'hui il existe de la moquette décarbonée, il existe des peintures décarbonées, il existe des systèmes énergétiques qui permettent de décarboner l'activité. Les grands promoteurs et constructeurs ont fait le choix, par exemple le Bouygues Immobilier a fait le choix dans ses futurs logements de ne mettre que des pompes à chaleur. Bon, il a fait le choix, c'est un choix économique, ça coûte plus cher, mais il a fait un choix, mais il l'a fait il y a 2 ans. Il n'a pas fait le choix maintenant parce que le gaz coûte plus cher. Il y a encore des donneurs d'ordre en France qui commandent des installations avec des chaudières gaz. Il y a un moment donné, il y a une réactivité à avoir, si vous voulez. Donc quand vous vous battez et que vous n'avez que l'argument de prix à mettre en face, eh bien sûr, vous ne remportez pas d'appel d'offres, vous ne gagnez pas de projet. Et donc fondamentalement, on oppose le prix à la valeur du projet. Moi, je préfère qu'on trouve des moyens finalement de comparer des choses à valeur égale, c'est-à-dire dans un projet, qu'est-ce qui compte le plus ? La décarbonation du projet, le végétal, l'économie globale, et à ce moment-là, le coût sera secondaire, et les grands industriels vont aller vers l'élan nécessaire pour transformer notre activité, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, ce qu'a fait le marché de l'automobile, et ce qui est en train de faire le marché de la construction. Le béton, c'est comme tous les matériaux, on trouvera une solution, et je pense que le progrès naturel de l'homme trouvera la solution. L'équation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de faire une mixité de produits, d'usages, et de ne pas se concentrer sur la partie juste béton, mais de dire je peux faire une mixité, je vais faire un petit peu de béton, un petit peu de terre, un petit peu de matériaux décarbonés dans les revêtements finaux, un petit peu d'économie d'énergie. Et quand on fait ça, on arrive à avoir des bâtiments qui sont à consommation pratiquement nulle. En tout état de cause, on arrive très très vite à être en dessous de la réglementation qui est la réglementation française, puisque quand on travaille sur ces sujets-là, on est déjà à la RE 25 et voire 28. Donc il faut, j'allais dire d'une façon générale, se mettre en route et arrêter de se mettre comme obstacle le prix. Voilà. Alors on l'entend, il y aura et il y a des solutions techniques. Philippe Simet, vous n'étiez pas tout à fait sur cette longueur d'onde. J'ai lu sous votre plume que vous parliez de BTP, bois, terre, paille. Le grand voyageur que vous êtes, est-ce qu'on peut importer des solutions vues en Bolivie ou ailleurs ? Est-ce que ce sont des solutions techniques qui nous sauveront ? Non, alors d'abord, ce n'est pas les solutions techniques qui nous sauveront, c'est nous qui allons nous sauver nous-mêmes en renouvelant notre regard sur le monde. Et bon, je ne sais pas si on a besoin d'importer des savoir-faire qu'on trouve ailleurs dans le monde. Ici aussi, on a eu une architecture vernaculaire qui était intéressante à regarder. Je crois que le béton, c'est le premier matériau au monde. C'est le premier matériau au monde et que chaque année, on produit autant de béton que de plastique depuis son invention.
Donc il y a quand même des ordres de grandeur qui sont intéressants à garder à l'esprit. C'est le matériau le plus destructeur au monde. Donc bien évidemment, l'urgence, c'est de s'en débarrasser. Alors moi je suis très engagé dans l'architecture dite écologique, mais on peut construire avec des matériaux renouvelables, avec du bois, avec du chanvre, mais on peut faire mieux parce que on peut construire avec de la paille, en isolant, mais en paille porteuse, puisque quand vous construisez en bois, vous faites quand même pousser des arbres pour les couper. Voilà. Quand vous construisez avec de la paille porteuse, vous utilisez un coproduit. La paille, elle n'a pas été produite pour elle-même. C'est la céréale qui a été produite, et puis vous récupérez quelque chose. Donc voilà, donc si on veut vraiment défendre les arbres, il faut aussi éviter de trop les couper. Et bon, alors vous allez dire, mais où est-ce qu'il va aller comme ça? Où est-ce que ça va s'arrêter? En fait, d'abord, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude qui est parue dans la revue Nature, ce que l'humanité a produit et transformé, la masse anthropogénique, tout ce que les êtres humains ont transformé, c'est supérieur, ça pèse plus lourd que la biomasse. Vous prenez l'ensemble du vivant, dont nous, on n'est qu'une toute petite partie, la masse du vivant pèse moins que tout ce qu'on a déjà produit. Donc, je crois que si on veut construire, on peut s'appuyer sur tout ce qu'on a déjà produit. On peut réemployer ce qu'on a déjà produit. Ce n'est pas la peine de construire en neuf. Donc l'urgence, c'est bien évidemment d'aller vers des matériaux qui sont des matériaux renouvelables. Si on peut aller plus loin, travaillons en réemploi. Mais surtout, si on veut opérer la descente énergétique de nos sociétés, faut arrêter de construire en neuf. Gardons ce qu'on a. Réparons, réhabilitons, restaurons, soyons dans une philosophie de la maintenance, mais nous n'avons aucune nécessité de détruire comme on le fait pour reconstruire des choses qui ne sont pas tout à fait différentes. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer le neuf à la conservation de l'ancien. Bien sûr qu'il faut rénover nos villes, bien sûr qu'il faut essayer de travailler sur ce qui existe déjà pour essayer de ne pas artificialiser plus. Mais construire du neuf avec du béton recyclé, c'est aussi une façon de réutiliser les matériaux. L'acte de construire, en lui-même, c'est utiliser les matériaux qui sont à disposition. Ces quantités faramineuses de béton qu'on a mises en œuvre, à un moment donné, les récupérer, les recycler et les réinjecter dans le bâti, c'est aussi construire du neuf avec des matériaux anciens. Il y a un moment donné, il y a des limites technologiques qu'il va falloir considérer. La limite de la paille, la limite de la terre, elle est connue, mais elle ne permet pas de faire les ouvrages dont on a besoin. Malheureusement, on ne fera pas des infrastructures, on ne fera pas des parkings, même si on en fera de moins en moins, on ne fera pas des stations d'épuration, on ne fera pas toutes ces technologies avec un matériau qui est de la terre. C'est matériellement pas possible. Et donc il faut se dire comment on utilise cette matière. Il y a une grande idée qui est intéressante, c'est de considérer qu'aujourd'hui le bâti, finalement, n'est pas quelque chose qui est démoli, mais finalement c'est une source de matériaux inépuisable. C'est-à-dire que si on considère que le bâti c'est une base de matériaux et qu'on le valorise en tant que base de matériaux et qu'on commence à comptabiliser la valeur des matériaux qui sont intrinsèquement dans ce bâti, on lui donne une autre valeur. Pour l'instant, ça n'existe pas. Pour l'instant, on considère qu'on a fait un bâtiment, on a son coût finalement, et on le démolit, et puis derrière, on essaie de faire du remploi, un peu au petit bonheur la chance. Moi, je pense qu'il faut aller sur cette idée que la matière qui est construite dans un bâtiment, elle a une valeur, et cette valeur, il faut essayer de la réutiliser au maximum. Ça commence à exister, le béton, le vitrage, tous les matériaux qui sont dedans, il faut continuer. Oui, la discussion est passionnante, donc je passe la parole à mon voisin. Oui, moi je ne suis pas architecte, mais évidemment je suis lié à beaucoup de projets de transformation de territoire et justement, nous transformons plus que nous ne construisons dans nos pays. D'ailleurs, l'exemple le plus troublant de réemploi, c'est la reconstruction de la ville du Havre. Auguste Perret a reconstruit le Havre et la couleur de cette ville est étrange parce que ce béton utilise les agrégats des anciennes habitations. Alors c'est à la fois réjouissant et en même temps un peu terrible. Je ne sais pas ce que vous direz aux Ukrainiens, ma mère est ukrainienne, donc je peux me permettre d'en parler, pour leur reconstruction. Mais je trouve que dans nos métiers, les effets d'échelle sont très difficiles. Par exemple, quand on parle de ville, on a tendance à s'arrêter, nous tous, parce qu'on a un confort intellectuel, à penser au centre-ville.
Les centres-villes correspondent en général à 20% de nos agglomérations. 80%, c'est la ville diffuse. Ce sont les centres commerciaux dont on parlait, ce sont les friches industrielles et ce sont les lotissements. Donc, attention, parfois, on caricature un peu nos raisonnements sur des cas presque idéaux de centre-ville. Donc, déjà, dans le cadre de nos transformations dans nos pays, il y a en effet des lieux où le sujet se pose un peu différemment. C'est-à-dire redensifier cette ville diffuse ne va pas se faire si facilement que ça. Et en termes de phénomènes d'échelle difficiles à percevoir, moi je trouve ça très compliqué. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on va avoir 2 milliards de plus d'habitants dans les 30 ans à venir. On ne les mettra pas dans les stations de ski abandonnées. Ça se fait dans certains pays, je l'ai vu. Mais pour ceux qui voyagent, qui vont en Inde, qui sont allés en Chine, qui vont en Afrique, on voit bien que là, nous ne sommes pas dans le cadre de la transformation des villes, mais de la construction de villes, comme nous l'avons été précédemment. Et qu'en effet, c'est plus compliqué d'appréhender ces problèmes. Je veux dire, encore une fois, nous sommes peut-être aveuglés ici par des choses nécessaires. Oui, le réemploi dans nos sociétés où nous transformons a beaucoup de sens, et faisons-le à l'échelle juste, sans d'ailleurs polluer ces réflexions par ce qui relève parfois du message. Je voudrais... C'est un autre coup de griffe, désolé. Il y a un petit risque, évidemment. Tout le monde a envie d'entendre ce discours. Et parfois, ces constructions relèvent du message politique et parfois même commercial. Au fond, il y a beaucoup d'opportunisme chez nous tous, bien entendu, et on voudrait écrire sur les bâtiments le fait qu'ils sont durables, qu'ils relèvent de nos visions. Là où... Et ça n'est pas nécessaire. C'est-à-dire justement, quand on pense à la reconstruction du Havre, qui est éminemment écologique, ça n'exprime pas le développement durable avec cette sorte de décorum auquel on assiste parfois et qui n'est justement pas durable. Beaucoup des bâtiments qui ont revendiqué leur incroyable sustainability ne le sont absolument pas. 10 ans après, tout ce bazar doit être démonté et jeté à la poubelle. Donc je trouve qu'on doit vraiment être très sain, très serein, très solide et fier de ces réflexions que nous devons mener à très grande échelle. Encore une fois, moi je travaille en Inde aussi et dans le Moyen-Orient. Et c'est un autre sujet. Comment est-ce qu'on fait cela ? Donc peut-être, je ne sais pas comment terminer cette digression à la fin, mais peut-être en parlant, et le philosophe pourrait m'aider, de la complexité. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas un message unique, c'est complexe, c'est grand, les situations sont extrêmement diversifiées, et si l'enjeu est commun, si la planète est unique, toutes ces réflexions sont une multitude que l'on doit savoir affronter. Ah pardon, excusez-moi. Non, mais en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Enfin, moi, j'ai travaillé sur le métro du Grand Paris. J'ai travaillé avec des agences en Chine. On est sur d'autres échelles de projets. Bon, tout ça est certain, mais en même temps, on est rattrapé par ces questions, à la fois en tant que professionnel et aussi en tant qu'individu. Et comment on trouve la réponse adéquate, la réponse juste. Voilà, moi, je suis enseignant dans une école d'architecture et j'ai des étudiants qui me disent qu'ils veulent tous arrêter parce qu'ils ne savent pas comment, ils ne savent pas comment faire, ils ne veulent pas construire de façon conventionnelle. Et en même temps, il n'y a pas de modèle économique et de feuille de route pour savoir comment on peut construire autrement. Donc bien évidemment, s'engager du côté d'une architecture écologique très militante, c'est extrêmement périlleux et difficile. Mais je crois qu'on est, on est tous à notre manière confrontés à ces questions-là. Et voilà, comment on fait chacun d'entre nous pour trouver la réponse la plus juste à l'échelle aussi qui nous semble la plus juste. Alors, on s'était mis d'accord pour exprimer éventuellement des désaccords et vous laisser les entendre et ne pas transformer ça évidemment en clash. C'est pas du tout l'idée de ces rencontres. À titre personnel, je trouve ça passionnant que tous ces points de vue s'expriment. J'espère que ce sera votre cas aussi. Sur la transformation de la ville, il y a un autre point qui nous semblait très important et très intéressant à développer, c'est la transformation de nos mobilités. Alors, pour le coup,
la ville et vraisemblablement le centre-ville et peut-être la partie de notre habitat, de nos lieux de vie qui est la plus facile à transformer. On a beaucoup parlé au moment du Covid, du vélo, des mobilités douces, de reprendre la marche, le vélo. Et c'est quelque chose qui a pu exploser en France. Sten, vous pouvez peut-être nous expliquer comment, notamment en Île-de-France, votre collectif a pu être, disons, une source d'inspiration et peut-être un peu plus. Oui, volontiers. Bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit double lien. J'entends beaucoup parler de nature, mais il ne faut pas oublier, pour être en contact avec la nature, il faut bouger. Et ce n'est pas depuis une voiture que vous allez établir ce contact, ni dans un autobus. Ça va vous sédentariser, et dans un métro, c'est encore pire, vous ne le verrez pas. Le bon message, c'est que le vélo va vous donner tout ça. Donc moi, je viens vous vendre un message de bonheur. Et en plus, j'ai entendu des doutes, parce qu'on doute, est-ce que le béton, c'est vraiment durable, on ne sait pas trop. Le vélo, c'est 100% durable. Voilà. Il y a une petite discussion sur la batterie. Voilà, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc vraiment, c'est un message de bonheur. C'est ça mon énergie que je viens vous raconter. Alors, le message citoyen que je vais vous porter aussi, il est très très beau, je pense, parce qu'en fait, en 2016, j'habitais en banlieue, où j'habite toujours, et j'ai un handicap, je suis hollandais. Et les Hollandais, ils ont un handicap, ils habitent dans un pays où tout le monde fait du vélo. Parce que les élus, ils ont construit des pistes cyclables, parce que les citoyens l'ont demandé. Et là, je me retrouve un peu seul. Je me dis, tiens, c'est un peu bizarre, tous les enfants, ils sont transportés comme des petits légumes, alors qu'ils ont des jambes et ils adorent bouger. Je dis, alors, pourquoi ne pas utiliser cet argent qu'on met dans des autocars pour faire des pistes cyclables qu'ils peuvent utiliser tous les jours gratuitement? Et en fait, j'ai créé une association qui s'appelle Phare à vélo. Et comme, en fait, il se trouve que mon lieu de travail, c'est ici, à l'UNESCO, on travaille dans la diplomatie. Et dans la diplomatie, où on veut changer le monde pour le mieux, en fait, j'ai appris que pour changer le monde, il faut le faire ensemble. Il ne faut pas avoir l'idée que voilà, si je lève la main, je dis j'ai une bonne idée, que tout le monde va dire « Ah ouais, tiens, on n'avait pas pensé à ça, on va mettre en œuvre votre idée ». Non, non, il faut être très, très nombreux. C'est ce qu'on a fait. On a organisé une conférence à Fontenay-aux-Roses en 2018, le 1er mai, comme ça tout le monde était libre. Et ça a vraiment créé une énergie incroyable, parce qu'en fait, si vous êtes tous dans la même pièce et vous avez tous les mêmes affinités, il se passe quelque chose d'incroyable. Et pour nous, cette chose incroyable, c'était on va rendre l'Île-de-France cyclable. Et en fait, on s'est retrouvés, on a créé le collectif Vélo Île-de-France, dont j'étais le porte-parole pendant 3 ans, ça vient de se terminer. Et en fait, quand on s'était retrouvés ensemble dans une grande salle comme celle-ci, on s'était dit, mais de quoi a-t-on besoin? Et en fait, c'est parce qu'on était ensemble qu'on se rendait compte que nos problèmes, ce n'était pas ce qui se passait dans nos petites villes, à Fontenay-aux-Roses ou à Aubervilliers, etc. Mais c'était ce qui se passait, ou ce qui manquait plutôt, entre nos villes. Et c'était un réseau cyclable. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à tous les citoyens, via les réseaux sociaux, via Internet, via des événements, où, selon vous, devrait passer la grande piste cyclable pour aller facilement d'A à B dans votre région? Dites-nous. On a capté ces datas, on en a fait un projet et on a identifié 9 pistes cyclables et on leur a trouvé un très joli nom, ça s'appelle le RERV. Qui dans la salle connaît le RERV? Bravo, il y en a pas mal, mais la grande majorité n'est pas au courant. Le RERV, tout le monde connaît le RER, mais le RERV, en fait, c'est un réseau de transport seulement avec des pistes cyclables. Et en fait, et je termine ensuite, en avril 2020, en mars 2020, on a eu un gros problème, le Covid qui est arrivé. Il fallait qu'on trouve une solution pour rendre les Français mobiles le 11 mai. Et il se trouve que les transports en commun ne fonctionnaient pas parce qu'on est trop pressés les uns contre les autres. Et la voiture non plus, parce que déjà en temps normal, on a 300 km de bouchons tous les jours en Île-de-France. Et donc il se trouve que pour une fois, le vélo était inévitable. Et Valérie Pécresse, qui est la présidente de notre région, je ne suis pas encarté dans une partie, mais en fait, elle a eu la bonne idée de dire, tiens, vous avez dessiné un beau projet, je vais vous le financer à hauteur de 300 millions d'euros. Elle a donné un chèque de 300 millions d'euros pour un projet qui a été dessiné par nous, les citoyens. Et en 2030, ce réseau sera existant, sera réalisé, et ce sera une merveilleuse coopération entre les citoyens qui se sont bougés, qui ont vraiment proposé quelque chose et qui a été pris par les politiques, et ça va transformer notre région parce qu'enfin, ici, on ne pourra plus seulement se déplacer à pied, en voiture ou en transport en commun, mais aussi à vélo. Voilà la petite histoire. Merci.
Alors, c'est vraiment une belle histoire qui est formidablement bien racontée en plus, merci beaucoup. Ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est d'avoir eu comme ça un collectif citoyen qui a été capable de proposer très concrètement et clé en main une solution aux élus, alors de diverses échelles. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez un petit peu à Poitiers ou dans l'agglomération? Est-ce que des citoyens sont arrivés avec des solutions ou des demandes de cette façon? Oui. Alors, oui. Et puis, enfin, non seulement on travaille avec des citoyens, mais on s'inspire énormément de l'expérience de Stein et du collectif Île-de-France. Alors, il y a une très forte, pour le coup, on en parlait en ce qui concerne la végétalisation. Il y a une très forte pression citoyenne aussi en ce qui concerne le vélo, et c'est heureux, encore une fois. Donc oui, on s'en inspire et on crée ce qui est important, et c'est ce qui est souligné comme étant positif dans cette expérience, c'est de créer un cadre de confiance entre les élus et les associations qui, bien souvent, ont développé une expertise bien avant que les politiques s'en emparent sur les aménagements vélo, enfin de manière générale, de ce que doit être une politique cyclable. Alors, si je peux témoigner de ce que nous faisons sur Poitiers, il y a 3 dimensions, enfin en tout cas on organise notre action en 3 dimensions: soutenir la culture vélo, soutenir la pratique du vélo, et puis la clé c'est quand même avoir des infrastructures cyclables de qualité. Sur la culture vélo, on avance extrêmement bien. L'idée c'est là on travaille sur la bataille culturelle, quoi. C'est-à-dire travailler sur le fait d'être fier d'être cycliste, de ne pas complexer de prendre de la place sur la route et de l'affirmer presque comme un élément identitaire et culturel qu'on affirme fortement, qu'on montre dans l'espace public et qui, notamment aux plus jeunes, est clairement un levier pour les inciter à passer au vélo. Donc là, on y travaille avec des événements comme Mea Vélo, c'est un challenge au niveau national où Poitiers s'est classé sur le podium les deux années de suite et qui mobilise toute la communauté cycliste. On y travaille par des événements qui travaillent sur la fierté, en fait, la fierté cycliste. Sur la pratique du vélo, on la développe beaucoup aussi avec, on est la ville qui avons le plus de vélos en location longue durée par habitant, de vélos électriques à assistance électrique. Poitiers, on ne croirait pas comme ça si vous n'y êtes jamais allé, mais en fait c'est une ville des Alpes, hein, en termes de dénivelé en tout cas. Donc, mais en tout cas, on a depuis longtemps une forte politique de location de vélos longue durée, et puis on a développé là l'aide à l'achat de vélos électriques, ou à énergie musculaire. Le développement de vélos en libre-service qui n'existait pas à Poitiers encore. Donc tout ça, ça se développe et ça marche très bien. Il y a un engouement extrêmement fort. Et puis on avance aussi sur la question des infrastructures cyclables. Et il y a un cran difficile à passer du point de vue des compétences techniques à mobiliser, mais on avance aussi là-dessus parce que c'est clairement une forte attente citoyenne, quoi. Merci beaucoup. Et alors peut-être juste un petit point en tant que cycliste moi-même, quand on roule à vélo, on est fort heureux, mais on a peur du vol. Et la question des parkings à vélo est vraiment d'importance. Est-ce que justement dans cette culture vélo, dans les projets immobiliers à venir, il y a cette place qui était dédiée à la voiture et qui peut être dédiée à d'autres moyens de transport? Ah oui, mais il y a plus que ça aujourd'hui. La grande tendance, c'est effectivement d'intégrer le vélo dans la capacité à garer son vélo, en facilité, bien sûr, voire sur son palier. C'est des grandes conceptions. Il y a aussi tout l'écosystème qu'il faut alimenter, qui est finalement... à pouvoir aller travailler à vélo, c'est qui va s'occuper de mon vélo quand finalement je dois le poser quelque part, comment je garde mon vélo en sécurité pour qu'il ne soit pas démonté, quelles sont les micro-entreprises qui vont entretenir mon vélo. Et il y a tout un écosystème qu'il faut intégrer dans notre bâti. Je vais prendre l'exemple d'un bâtiment qu'on va construire juste sur les côtés des voies sur berge, là, qui est juste sur l'alignement des grandes pistes cyclables. Eh bien, tous les rez-de-chaussée sont dédiés au vélo. C'est-à-dire que les cyclistes, quand ils passeront devant cet immeuble-là, auront les entreprises de vente de vélos, de réparation de vélos. Il y aura même un café dans lequel on peut s'arrêter pour discuter et de prendre en compte la problématique que pose le vélo dans son usage de tous les jours dans une ville qui, pour l'instant, n'est pas faite intégralement pour cela. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les pays du Nord qui avaient pris le pas bien avant. Et donc notre rôle, nous, c'est de proposer ces infrastructures-là qui rendent finalement l'usage du vélo facile. Voilà. Je voudrais réagir à ce que Bernard vient de dire sur les parkings à vélo. Quand je vous entends parler de parking à vélo, moi j'entends libération de l'espace et de l'esprit. Alors, je m'explique. Souvent, quand on parle de vélo, en fait, on dit « Ah là, c'est un problème, parce que où est-ce qu'on va trouver de la place ?»
Mais en fait, c'est le contraire. Le vélo, ça vous libère de la place. Je vais vous donner un exemple. Aux Pays-Bas, ils sont en train de construire des quartiers ou des villes entières, voilà, 12 000 habitants, où il y a 0 place de stationnement pour la voiture. 0. Et le seul stationnement que vous avez dans ces villes-là, c'est du stationnement piéton. En fait, c'est quoi ça? En fait, c'est des bancs. C'est-à-dire une personne âgée qui a du mal à marcher, qui voit une route qui a à peu près la largeur de cette, en fait, la longueur de cette largeur, en fait, elle dit c'est trop loin pour moi, je ne peux pas y aller. Donc on va construire du stationnement piéton pour que tout le monde puisse aller dans l'espace public et du stationnement vélo. Et ce qui se passe dans une ville comme ça, vous gagnez un tel espace, en fait vous avez trop d'espace. Et vous savez ce qu'ils vont faire avec cet espace? Devinez quoi? Des jardins. Il y en a partout. Et donc, ça va devenir les villes numéro 1 aux Pays-Bas. Tout le monde voudra vivre dans ces villes-là parce que, en fait, c'est une ville avec des parcs partout. Et les gens vont dire, oui, mais comment je fais quand je suis handicapé? Ben, on a des personnes handicapées aux Pays-Bas, on a des personnes qui sont âgées, on a des personnes qui ont des familles nombreuses. Mais en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais les solutions existent. Il faut juste faire ce saut-là, et plutôt que de... Parce que souvent, ces discussions-là, en fait, on parle des solutions techniques, voilà, pistes cyclables, stationnement, mais ça ne parle pas à notre esprit. Ce qui parle à notre esprit, c'est la vision d'une ville avec des parcs partout, où les enfants ne sont pas parqués dans des parcs, justement, hein, parce qu'ils n'ont plus besoin, parce qu'il n'y a plus de danger. Le danger, il est évacué. Il y a des parkings autour. Mais donc, en fait, les propriétaires des automobiles doivent marcher un peu plus. Et du coup, ils vont réfléchir 2 fois avant de prendre leur voiture. Ils vont toujours le faire, mais plus pour les trajets pour lesquels ils en ont besoin. Et en fait, ça règle un peu nos besoins et ça nous permet de retrouver une ville beaucoup plus désirable. Moi, j'espère que vous allez construire beaucoup de villes comme ça. Voilà. Moi aussi. Merci beaucoup. Je voulais, avant de vous laisser nous poser des questions, je voulais donner la parole à Lucille Declercq, qui est donc à côté de Philippe Simet, que je tiens à reciter pour cet oubli tout à l'heure, qui est donc la présidente de l'association Entourage, parce qu'on a parlé de construire ces villes durables, de construire ces villes parce que c'est nécessaire, hein, et parce que c'est désirable. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Mais encore faut-il que ces villes soient inclusives. Et c'est pour ça qu'on voulait entendre aussi le témoignage, en tout cas, d'Entourage. Merci, Émilie. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis là effectivement maintenant pour faire un petit pas de côté par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'ici. On a beaucoup parlé de villes vertes, on a beaucoup parlé de la manière dont la ville peut rester vivable face aux grands défis du réchauffement climatique. Mais quid de l'autre grand défi du XXIe siècle, qui est celui de l'exclusion sociale, de l'isolement et de la montée de l'individualisme. Je vous donne quelques chiffres en vrac. En France, il y a plus de 300 000 personnes sans domicile. Ce chiffre, il a doublé ces 10 dernières années. Il n'est pas parti pour diminuer, malheureusement. Et rien qu'à Paris, il y a à peu près 3 000 personnes sans domicile qui dorment dans la rue, chaque soir, dans les rues de Paris, et 30 000 qui dorment dans des centres d'hébergement ou des hôtels sociaux et qui sont dans un grand isolement. La Défense compte les fleurons du CAC 40, à peu près 180 000 salariés, et les plus grandes prouesses au niveau urbain, au niveau des constructions. La prochaine tour de la Défense comptera 52 étages. Mais il faut réaliser aussi qu'à la Défense, dans les innombrables sous-sols de la Défense, il y a un peu plus de 200 personnes sans abri qui ont organisé une ville dans la ville, une ville invisible. 83% des personnes sans abri disent souffrir du rejet des passants. Et de l'autre côté, on a seulement à peine 20% des Français qui nous disent qu'ils discutent de temps en temps avec une personne sans abri. Et les personnes sans abri, ça c'est la partie finalement émergée de cette question de l'exclusion sociale et de l'isolement. Derrière, il y a plus de 7 millions de Français qui sont en grand isolement social, qui ont moins de 3 conversations par an. Donc ce qui est insupportable en ville, c'est pas seulement la chaleur, le béton, la pollution. Ce qui est insupportable, c'est l'isolement des plus précaires, mais l'isolement qui nous touche tous aussi, parce qu'on les voit, ces personnes sans domicile, on est témoin de la misère, et on est tellement démunis face à cette misère qu'on est obligé de mettre des œillères, de sortir son smartphone, de changer de trottoir. Donc elle est double en fait, elle est double la difficulté en ville, c'est celle des personnes en grande exclusion et c'est celle des gens intégrés. Ce qui est difficile pour nous tous, je pense, c'est d'accepter et de se réconcilier avec le fait de vivre dans une ville à 2 vitesses.
une ville qui est construite pour des gens intégrés, et une ville du coup dans laquelle la misère s'est rejetée et cachée partout dans les interstices. La définition de la ville, c'est d'être un lieu privilégié de la concentration humaine. Pourquoi est-ce qu'il y a 70% de la population mondiale qui va vivre en ville? Pourquoi est-ce que la ville attire autant? C'est parce que c'est une promesse de rencontre, d'opportunités sociales et d'opportunités professionnelles. Et pourtant, les villes qu'on a construites, c'est aujourd'hui les lieux où l'exclusion et l'isolement s'y déploient de la manière la plus forte. Et pour nous, chez Entourage, tant qu'on n'aura pas résolu ça, on ne pourra pas faire de ville durable, de ville désirable ou de smart city. Un des grands défis du XXIe siècle par rapport à la ville, c'est celui du vivre ensemble et de l'inclusion des plus fragiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Entourage? Entourage, c'est une association qui a pour objectif de permettre aux personnes les plus exclues, aux personnes SDF notamment, de retrouver du lien social. On est là pour reconnecter les habitants, les inclus, avec les exclus. On fait de la sensibilisation, on mène des ateliers de sensibilisation pour vous tous qui, comme moi, il y a quelque temps, ne savaient pas comment agir vis-à-vis des personnes sans domicile. On a développé une app digitale qui va permettre de recréer de la solidarité citoyenne entre habitants et personnes sans domicile. Et enfin, on organise tout simplement des activités, des événements de lien social entre habitants et personnes sans domicile. On est une asso qui fait de la mixité, et on est d'ailleurs une asso qui est portée à la fois par des habitants et des personnes SDF. J'ai parmi mes collègues une quinzaine de personnes qui ont connu la rue. Je devais venir avec Eric. Finalement, il m'a fait faux bond, il est malade, il m'a prié de l'excuser auprès de vous. Eric, il a eu un accident de la vie, il a dégringolé à la rue. Moi, quand je l'ai rencontré, il faisait la Manche au métro Rome. Et en fait, Eric, je lui ai proposé un jour de venir à une soirée Entourage. Il est venu, il a rencontré d'autres gens. Petit à petit, il a retrouvé confiance en lui, il s'est remobilisé. Il a été mis en lien avec la BNP qui lui a proposé un job. Et aujourd'hui, Eric, via les rencontres qu'il a faites, via la reconnexion, il a retrouvé un job et un logement. Mais Eric, il a également changé ma vie. Eric et toutes les personnes SDF que j'ai rencontrées m'ont fait me sentir moins démunie par rapport à cette question de la misère, plus utile, plus en lien. Elles m'ont rendue plus empathique vis-à-vis des personnes fragiles. Donc, on est absolument convaincus chez Entourage que ce lien qu'on peut recréer entre les plus fragiles et les habitants, ça va enrichir tout le monde. Ça va permettre à tout le monde de vivre mieux en ville, pas seulement les plus exclus. Vous tous, vous allez être enrichis par ces rencontres. Donc voilà, quelques solutions d'Entourage pour participer à une ville plus désirable. C'est peut-être de davantage sensibiliser les habitants, les commerçants et autres à changer de regard sur les plus exclus. Et il existe une fresque de la rue. Donc, Monsieur Mounier, si vous voulez former vos équipes, je pense que c'est intéressant que les collaborateurs de Bouygues réfléchissent aussi là-dessus. Créer davantage de lieux de rencontre, de mixité, voire d'habitat mixte. La ferme du Rail en est un exemple. Il y en a d'autres. Les Grands Voisins ont été un exemple aussi à Paris. Et enfin, associer encore et toujours plus les personnes exclues aux réflexions sur la ville inclusive. Il y a des travaux qui ont montré que dans plusieurs contextes géographiques et face à différentes catastrophes, à chaque fois, le lien social et la force de la cohésion sociale a été un facteur de résilience très forte. Donc face aussi aux défis écologiques et aux défis du réchauffement climatique, recréer du lien, c'est une des solutions. Donc voilà, le message qu'Éric m'a chargé de vous transmettre aujourd'hui, c'est que dans la ville de demain, réduisons la chaleur urbaine, mais augmentons la chaleur humaine. Merci. Je crois que cette intervention a suscité quelques réactions aussi chez mes voisins. Non, moi je voulais avoir une réaction parce qu'il y a des solutions d'aide qui existent et qui répondent à cette problématique et qui sont proposées par les entreprises, mais je veux dire les collaborateurs et les citoyens des entreprises. Je prends un exemple très simple. On fait de l'accueil transitoire de migrants dans les opérations le temps qu'elles démarrent. Bon, alors évidemment, les grands groupes en font pas la publicité. Ils disent pas, tiens, j'ai mis 200 migrants dans un immeuble que je vais transformer et que je vais rénover. Mais il y a énormément de petites actions comme ça qui, bout à bout, essayent de traiter une partie de ce problème-là. Il y a des systèmes de parrainage, il y a des systèmes de collaborateurs qui s'investissent à titre personnel avec ce milieu associatif français qui est assez riche. Et il y a une connexion qui se fait parce que le collaborateur d'une entreprise, il réclame ça. Il réclame cette action sociale et il réclame ce contact parce que ça l'enrichit lui aussi, en même temps que ça apporte une aide à cette problématique-là. Alors on n'est pas très...
voilà, on fait ça tous un peu discrètement, mais moi j'ai fait récemment, si vous voulez, ce qu'on appelle une soirée avec un collectif de l'inclusion qui réunit les grands patrons du CAC 40, qui se sont tous impliqués à titre personnel dans certaines grandes villes. Bien sûr, ils n'en font pas la publicité, ils disent pas voilà, je travaille sur cette inclusion et qu'est-ce que mon entreprise peut mettre à disposition. Mais certains grands groupes proposent des produits différenciants. Nous, notre métier, c'est de créer de l'immobilier, et donc on s'est dit à un moment donné, finalement, on peut proposer, au-delà de construire pour le futur, mais dans l'immédiateté, d'utiliser le bâti existant pour pouvoir avoir, pendant un temps donné, un hébergement à peu près décent. Parce qu'effectivement, vous avez raison, à l'époque que l'on vit, c'est pas normal de voir, parce qu'on les voit quand même, voilà, toute cette population qui est dans les rues et qui est dans nos portes, dans nos villes que l'on considère comme modernes. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Léonore Monconduit, vous souhaitiez réagir? Non, mais juste pour compléter, dans le même sens, et là aussi, on peut apprendre pour répondre, lorsqu'on veut sincèrement s'attaquer à ces problématiques, là aussi, on peut penser autrement la manière de construire la ville. Et c'est ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on appelle de l'urbanisme transitoire ou de l'occupation transitoire, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de considérer que, par exemple, on a un bâtiment vacant, qui est parfois encore fonctionnel, et que pendant toute la phase étude, c'est-à-dire recrutement des opérateurs, etc., il ne doit rien se passer. Sauf que de plus en plus, dans les périodes intercalaires, qui disent ce que ça veut dire, entre deux usages pérennes, eh bien, on travaille avec souvent les grands groupes, ou pas d'ailleurs, ou quand c'est des opérations publiques, pour accueillir des personnes qui, temporairement, mais qui sont dans le besoin. Et on le fait, je peux attester du fait que ça se fait, y compris avec des grands groupes, on le fait à Poitiers, sur des opérations publiques où on a pu accueillir, alors nous, c'était pas des migrants, mais c'était des personnes qui dorment à la rue, notamment en hiver. Ça peut être des associations aussi qui en ont besoin, ça peut être des personnes migrantes, peu importe, mais en tout cas, penser la ville en termes d'usage, plutôt qu'en termes de strictement propriété et puis phase d'étude d'un projet extrêmement figé dans sa méthodologie. J'ai l'impression que ça aussi, en tout cas, ça évolue. Donc c'est une source d'espoir et on acquiert de plus en plus une souplesse face à la... oui, on a de moins en moins, on pourra de moins en moins être gourmand dans les nouveaux espaces qui vont de plus en plus être coûteux, et donc on pense de plus en plus en termes d'usage et on gagne en souplesse par rapport à ce qui pouvait se faire encore il y a quelques années, Donc ça, c'est positif. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais ouvrir le bal. Ah pardon, excusez-moi. Je crois qu'on a une petite intervention. Oui. Très brièvement, on pense souvent que quand on parle de vélo, on parle de pistes cyclables. Mais en fait, la meilleure infrastructure cyclable, c'est la ville inclusive. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la ville où on n'a pas besoin ou moins besoin de la voiture. Carlos Moreno, qui est le franco-colombien, il a théorisé ce concept en l'appelant la ville du quart d'heure. Donc en fait, si on construit la ville du quart d'heure, qui est un projet social, parce que ça veut dire que tout le monde va habiter au même endroit, quel que soit votre rang social, votre métier. Et du coup, dans cette ville, vous pouvez vous déplacer beaucoup plus facilement aussi à vélo. Voilà, je voulais juste faire ce lien-là. Donc oui, je vois qu'il y a des questions. Je crois qu'il y avait un micro qui pouvait circuler dans la salle. Là, il y a des questions de ce côté-ci. Bonjour, merci beaucoup. Une autre ville pour une autre ville. Une ville résiliente, douce, formidable, où tout le monde est à vélo. Le problème, c'est que vous ne parlez pas beaucoup des personnes âgées. Vous avez dit, oui, on trouve des solutions, on met des bancs. Mais regardez la ville de Paris, aujourd'hui, c'est d'une hostilité absolument extrême pour aller à une personne âgée chez le médecin, faire des courses, etc. Comment, dans cette ville inclusive, on pense cette question de l'âge, puisque ça va être le 4e âge devient une problématique, le 3e âge l'est déjà, j'en fais partie, mais c'est vraiment un sujet compliqué parce que tout le monde ne peut pas être à vélo. Et aujourd'hui, la moitié de la salle peut l'être, très probablement, même les 3/4 quand je vois la jeunesse des gens qui sont là. Mais voilà, comment on prend en compte ça de façon urbaine, de façon inclusive, voilà. Merci beaucoup pour cette question. C'est effectivement une excellente question. Est-ce que Sten voulait réagir? Très volontiers, parce que c'est la première réponse que je reçois souvent des élus qui me disent « Monsieur Van Oosteren, on ne peut pas créer des pistes cyclables parce qu'on est des personnes âgées. » Non, mais oui, de la ville. Alors comment construire la ville?
il y a une phrase, non justement, il y a une phrase qui, moi, m'a aidé. Je partage avec vous les phrases qui m'ont aidé. C'est que ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne fait plus de vélo, mais c'est quand on ne fait plus de vélo qu'on devient âgé. C'est qu'aux Pays-Bas, non, je vous explique, aux Pays-Bas, le groupe... Et je vais le prouver avec une statistique parce que je ne fais pas des jeux de mots. Le groupe adulte le plus grand aux Pays-Bas des gens qui font du vélo, ce sont les personnes âgées, entre 65 et 75 ans. Et les personnes au-delà de 75 ans qui se déplacent à vélo, il y en a un paquet, ils font 27% de leur trajet à vélo. Donc en fait, c'est parce que s'il y a deux catégories de citoyens, et je m'arrête là, qui ont besoin d'activité physique, ce sont les enfants et les personnes âgées. Alors après au-delà de ça, si je peux me permettre, au-delà de ça, il y a une autre tendance qu'il faut prendre en compte. On raisonne trop sur une unité d'usage. Et on dit finalement, à tel endroit habitent des personnes âgées, un immeuble c'est un immeuble de logement, un immeuble c'est un immeuble de bureau, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si on raisonne sur un usage qui est un usage beaucoup plus souple du bâti, dans lequel on va faire interagir du logement, des espaces de travail, allez, c'est parti, on parle du coworking, on parle du co-living. Forcément, on va faire aussi interagir des endroits où des personnes âgées vont se retrouver au milieu d'un centre de vie. Et quand on se retrouve au milieu d'un centre de vie, s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est trop âgé pour le faire, la première chose qui se passe dans un centre de vie, c'est qu'on n'est pas isolé. Et que quelque part, si on a un problème pour aller faire ses courses en vélo, parce qu'on ne peut pas utiliser le vélo, eh bien on va trouver quelqu'un dans ce centre de vie qui va nous aider à le faire. Et je crois que la mixité d'usage du bâti, qui va permettre de cette interaction sociale, qui aujourd'hui n'existe pas, parce qu'on a créé finalement, faut s'imaginer qu'on a créé des quartiers d'affaires dans lesquels finalement on ne va que travailler. Enfin, qui a envie d'habiter à la Défense, quoi. Excusez-moi, c'est juste que je suis désolé pour ceux qui y habitent, mais c'est pas là où les personnes âgées ont une chance de rencontrer quelqu'un qui a envie de les aider pour aller faire les courses qu'elles ne peuvent pas faire, ou une personne handicapée qui a envie avant tout d'un peu de contact. Donc je pense qu'il faut se projeter plus loin que le simple fait de se dire que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer en vélo parce qu'elles sont âgées. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions, notamment la dame là qui lève très haut le bras depuis tout à l'heure. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Estelle Forger, je suis présidente du groupe Ergapolis. Ma question peut-être pour Monsieur Mounier et Madame Monconduit. Quand je vous entends tous les uns et les autres, y compris sur les questions d'inclusion, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a un vrai problème en France de gouvernance et de planification ? Alors aujourd'hui, on n'a plus le plan. Hein, on a condamné le plan. Alors on a un commissaire à la planification qu'on ne citera pas. Mais je me demande quand même, dans ces visions long terme, on parle de vélo, on parle de pistes cyclables, on parle de projets qui, et vous avez raison Monsieur Mounier, qui mettent un temps infini à sortir de terme. Je crois que peut-être, et y compris de plantation d'arbres et de villes végétales et de villes inclusives, peut-être que la planification devrait être urgemment repensée en France en matière de gouvernance. Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'on est confronté, excusez-moi, mais à un espace politique qui n'est pas l'espace à laquelle la ville se développe. Une ville, ça se développe en continu. Et effectivement, il faut avoir une stratégie qu'ont certains élus. Et d'ailleurs, fondamentalement, ce qu'on se disait en préparant cette table ronde, ces élus qui ont cette vision, finalement, sont ceux qui sont reconnus, parce qu'ils ont une vraie vision pour leur ville. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut avoir une vision plus nationale. Et effectivement, l'idée d'avoir un plan qui prend en compte la ville, qui prend en compte la problématique énergétique, qui prend en compte la problématique du transport, ce que la France a su faire à une époque donnée. Il faut remettre ça au goût du jour, parce qu'on ne va pas régler ces grands problèmes de société avec un coup de barre à gauche et un coup de barre à droite, excusez-moi, ou un coup de barre au centre. Voilà. Il va falloir avoir une continuité qui dépasse l'aspect purement politique, mais qui prend en compte la thématique du citoyen qui vit sur cette planète. Je partage votre point de vue en tant que maire, je constate effectivement l'absence de planification, en tout cas nationale,
pour ce qui concerne les grands enjeux auxquels nous faisons face. On nous demande encore trop souvent d'être dans le volontariat. Alors ça peut être un peu paradoxal, je suis une maire qui demande plus de contraintes, enfin en tout cas un cadre plus fort. Mais nous n'avons pas besoin d'appel à faire, nous avons besoin d'un cadre et d'une facilitation pour faire les choses, et notamment en termes de sobriété foncière, par exemple. Si on veut construire la ville sur la ville demain, il faut qu'on soit réellement accompagné pour le faire et qu'on soit réellement incité à le faire. Et plus qu'incité, c'est-à-dire qu'il faut que l'État, le national, nous aide à le faire. Ce qui ne nous exonère pas, élus, d'avoir une vision de long terme et de l'inscrire autant que possible dans des documents programmatiques qui permettent à tout le monde, nous mais aussi les acteurs du territoire, d'avoir une vision. Mais effectivement, les grands enjeux que nous venons d'évoquer là, par exemple la végétalisation, la réponse de l'État aujourd'hui, c'est un appel à projet. Alors on n'est pas là pour critiquer, mais on n'a pas besoin uniquement de fonds, on a vraiment besoin d'une planification, en tout cas moi à titre personnel, c'est ce que j'appellerais de mes voeux, une planification nationale dans laquelle les villes auraient toute leur place, parce qu'on est quand même l'échelon de la confiance des citoyennes et des citoyens, on a une légitimité démocratique à maintenir, mais un cadrage plus global, on est face à de telles urgences qu'on ne s'en sortira pas si uniquement on pense penser global, mais agir local. Il faut aussi que le global, il nous aide à cadrer les choses. Et effectivement, j'appelle de mes voeux, comme vous, une planification plus forte. On va continuer avec les questions, si vous voulez bien. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Sigrid Dumas. Merci à tous déjà pour la richesse de vos interventions. Je me permets de prendre la parole en tant que citoyenne. J'habite sur un territoire qui s'appelle le Pays Basque, pas Pays-Bas, pas Pays Basque. Et j'avais envie de partager un cas qui me semble assez concret, et particulièrement auprès de Bernard Mounier, concernant un village qui s'appelle Cambo-les-Bains, que peut-être certains connaissent, qui se trouve à 20 minutes de Bayonne, Biarritz, et notamment d'un cas qui questionne beaucoup sur le territoire, puisqu'il y a un grand projet, enfin en tout cas oui, pour nous un grand projet immobilier qui est porté par Bouygues depuis une dizaine d'années, et qui s'apprête en fait à bétonner 4 hectares de terres agricoles. Je me permets d'aborder ce sujet parce que comme nous sommes quand même à l'université de la terre, et pour moi, qui dit terre, dit quand même terre nourricière aussi. J'avais envie de le partager parce que ce projet qui est bloqué, enfin qui est bloquant, qui doit être, j'imagine, pénible à gérer pour les équipes de Bouygues aussi, c'est le cas d'un achat qui a été fait il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes prises de conscience il y a 10 ans que celles qu'on peut avoir aujourd'hui sur des terres agricoles. Actuellement, il y a encore un paysan qui travaille. On sait que c'est... Enfin, je vous partage ça, mais on a un vrai problème de maraîchage sur le Pays Basque, qui est un territoire très protéiné. Et voilà, c'est toutes ces questions-là. Comment, aujourd'hui, pour vous et vos collaborateurs, comment arrivez-vous à gérer? Parce que j'imagine que vous ne prendriez pas les mêmes décisions aujourd'hui en achetant des terres agricoles que ce que vous avez pu décider il y a 10 ans. Voilà, c'est un peu à la fois un cas concret que j'avais envie de partager, qui n'est pas... Bon, voilà, c'est pas pour vous ennuyer, mais c'est... Comme c'est du concret, qu'en même temps, j'ai envie d'un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait de terres agricoles, 4 hectares aujourd'hui? Parce que concrètement, on ne va pas construire pour mettre un toit végétalisé, alors qu'actuellement, il y a un paysan qui essaye de travailler. Voilà. Merci. Voilà, alors vous posez un cas concret qui est très intéressant, qui est la problématique. Alors, on n'est plus dans les villes qui sont déjà construites, mais on est à la périphérie des villes qui, à un moment donné, doivent pouvoir accueillir des gens qui veulent habiter ou des gens qui veulent travailler. Le travail qui est le nôtre, c'est effectivement de s'adapter, de ne pas de se dire qu'on a acheté ce terrain il y a 10 ans dans des conditions qui faisaient qu'il y a 10 ans on construisait comme ça et qu'aujourd'hui, maintenant, il faut faire autre chose. Et donc, c'est un travail de concertation. Et ce travail de concertation, on le mène. Il faut que vous compreniez qu'on le mène. On le mène avec les élus. On se le mène avec la concertation citoyenne qui est faite autour. Mais à un moment donné, il y a une décision, on va dire, entre guillemets, démocratique qui se prend. Et oui, mais c'est là où toute la difficulté de notre métier. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. J'ai bon nombre de projets dans lesquels, effectivement, la concertation a eu lieu. Alors, vous me direz, peut-être pas aussi prégnante qu'elle l'est maintenant aujourd'hui, mais qui font que, fondamentalement, on a toujours une partie de la population qui dit « moi, je ne veux pas ». Je ne veux pas parce que, finalement, je ne veux plus de cet acte de construire. Et c'est là la difficulté. C'est comment on réconcilie le fait qu'il y a un besoin,
Bien sûr, il y a besoin de reverdir les villes. Bien sûr, il y a besoin de transformer la façon de vivre dans notre ville. Mais on a aussi besoin de logements. Parce que, je vais vous donner un chiffre. Dans les 10 dernières années qui viennent de se passer, 50% des logements construits en France ont été construits dans 1% des communes seulement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours aux mêmes endroits que l'on construit. Alors, donc il faut qu'on arrive à un moment donné à répartir un peu différemment sur le territoire. Et ce sur quoi... Alors, dans le cas de Combault-les-Bains, il y a effectivement une problématique qui doit se traiter à l'échelle de la commune. C'est comment on fait qu'à partir du moment où la collectivité a décidé de prendre une partie de ce territoire agricole, finalement, on le compense autrement. C'est la même chose qu'à partir du moment où, à un moment donné, il faut décider de couper un arbre, comment on compense le fait de couper un arbre. Mais si on reste sur la thématique de se dire « je ne peux pas toucher 1 mètre carré de territoire agricole ou je ne peux pas toucher un arbre », eh ben on va tout bloquer. On va tout bloquer. Et c'est là la difficulté. Et notre métier, c'est d'amener des solutions. Mais par exemple, dans le cas de Combault, si on voulait se dire on préserve plus de terrain et finalement on occupe moins de terrain, mais la collectivité nous réclame une programmation de logement parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de logements sociaux. Il y a des logements sociaux à Combault-les-Bains. Il faudrait construire plus haut. Eh bien non, on ne peut pas construire plus haut parce qu'il y a une partie de la population qui dit « moi, je ne veux pas construire plus haut ». Et c'est ça l'équation. Mais sur ces personnes qui seront logées, comment font-nous pour les nourrir si les terres agricoles, qui sont faciles d'accès parce que les agriculteurs, on sait bien, doivent être faciles, on doit leur faciliter la vie pour qu'ils puissent travailler et les nourrir, sachant que je me permets d'insister sur Combault parce qu'en gros, c'est quand même un village où il y a 40% des logements qui sont occupés à titre touristique ou pour accueillir des touristes. Et moi, je serais ravie que vous veniez sur le territoire et en parler dans l'agriculture parce qu'il y a 10 ans, quand les décisions des achats ont été réalisées, les problématiques n'étaient pas les mêmes et les prises de conscience n'étaient pas les mêmes. Donc même s'il y a eu des échanges à l'époque, ils seront... Oui, mais je veux bien me déplacer à Combault-les-Bains et venir vous rencontrer à la Combault-les-Bains, parce que je pense que mais quelque part, c'est intéressant d'aller voir au plus près du terrain. Mais il y a des solutions. Et si je peux... Je vais vous donner un exemple de solution qui ne touche pas la construction, mais qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, on essaie de mettre en place, en termes d'énergie, des panneaux solaires. Les panneaux solaires, si on implante des panneaux solaires sur des terres agricoles, finalement, au bout d'un moment, sous les panneaux solaires, il ne pousse rien, donc on n'aura que des panneaux solaires, on a de l'énergie, mais on n'aura plus de légumes. Eh bien, la solution, c'est de dire, à partir du moment où on utilise une partie de terrain agricole, il faut faire en sorte que sur la partie du terrain qui est restée, on produise plus que sur la partie du terrain que l'on a utilisé. Et il y a des solutions de permaculture qui permettent de produire plus. Si je prends un champ et que je le coupe en deux, si je mets la moitié de panneaux solaires, sur la moitié sur laquelle je vais faire de la permaculture, je vais produire plus et l'agriculteur va avoir des revenus supplémentaires. C'est ça la solution. Elles existent. Et on le fait. Mais je veux bien venir à Combault-les-Bains. Je viendrai à Combault-les-Bains. Une toute petite remarque en passant avant de rendre la parole à la salle. Il faut quand même remettre, si je peux me permettre, il faut mettre les responsabilités aussi au bon endroit. Alors c'est bizarre que je me retrouve à vous défendre. Qui est-ce qui détermine quel terrain on peut construire ou pas? C'est un plan local d'urbanisme qui est voté par les élus. Et tant qu'on n'aura pas des élus qui décideront de sanctuariser les terres agricoles, et je dis bien ce mot-là, on sera encore et Bouygues se retrouvera... en fait, Bouygues répond à une commande, en fait, commerciale ou politique. Et cherche des solutions. Alors, et après, par contre, je apporterai un dernier contrepoint à votre propos. Vous dites qu'il y a 50% des logements dans 1% des villes. Oui, mais il y a aussi une étude qui a montré qu'on construit plus de logements que le rythme d'accroissement des ménages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, structurellement, nos besoins sont excessifs. Et c'est comme pour toutes les politiques de transition écologique, si on ne commence pas par s'interroger sur quels sont nos besoins et donc sur une politique de sobriété, on n'y arrivera pas. Et c'est le cas aussi pour la paille. Enfin bon, je voulais réagir à ça aussi tout à l'heure. On ne pourra pas tout construire en paille parce que plus ça va, plus on va avoir une concurrence entre la paille pour se chauffer, la paille pour produire du méthane, la paille pour construire. Voilà, la sobriété reste la priorité et voilà, merci pour ces insights. On va continuer à prendre des questions dans le public. Je crois que le jeune homme qui est là, pareil, levait le bras depuis un certain temps. Bonjour, donc je m'appelle Victor Lermsoulas. J'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'UTC en génie urbain. Et j'ai actuellement commencé des études d'architecture. Et j'aimerais donc poser la question, donc non pas au philosophe qui a déjà sa réponse, mais à des gens qu'on entend peut-être moins sur le sujet, mais qui sont directement concernés
par leur pratique. Donc cette question s'adresse à ceux qui se considéreront eux-mêmes comme des praticiens de la ville. Qu'est-ce que vous pensez de la distinction nature et culture et comment cela affecte la manière dont on doit faire la ville? Merci. Belle question pour un spécialiste. J'ai l'impression de devoir repasser le bac, ça va être difficile. J'avais déjà eu de la peine il y a quelques décennies. Non, je ne sais pas si je vais répondre précisément à votre question, mais moi j'ai envie de, parce que finalement c'est méconnu, pardonnez-moi, mais j'ai envie de recommencer mon petit baratin à propos des systèmes de parcs américains. Parce que c'est finalement, moi j'avoue, j'ai découvert ça en allant enseigner à Harvard, alors je n'aurais pas dû être invité puisque je connaissais mal ceci, et finalement je me rends compte que nous le connaissons mal. Alors en deux mots, de quoi s'agit-il ? Comme je le disais, quand les villes américaines ont vraiment explosé, ont eu des besoins considérables lors de l'industrialisation, la manière d'organiser ces villes s'est faite d'abord par une connaissance très précise de la géographie préexistante, donc les cours d'eau, les pentes, les reliefs, les boisements. Et cette géographie préexistante a été amplifiée, c'est le terme de l'époque, par un paysage très généreux qui était un mode de viabilisation. Par exemple, toutes les infrastructures, toutes les voiries, toute la gestion de l'eau se sont installées dans ce paysage naturel, pour commencer à m'attaquer au terme de la question, amplifié, transformé. Donc, comme je le disais, c'est un mode de viabilisation et c'était même un mode de lotissement, d'une certaine manière. Parfois, ces projets, on ne sait plus très bien s'ils étaient... Enfin, la notion américaine de la limite publique-privée est un peu différente aux États-Unis de ce que nous connaissons. Et en effet, il s'agissait de grands projets de développement de ville avec parfois des promoteurs, comme on en voit ici, qui devaient développer ces quartiers. Du coup, il s'agit en effet de l'observation d'une nature qui est transposée, transformée dans le cadre d'un projet éventuellement culturel. Et je dis culturel... parce qu'en effet, les auteurs de ces transformations-là, je l'évoquais tout à l'heure, étaient très nourris par des travaux philosophiques. Donc ces philosophes dits alors moi je ne suis pas philosophe, je vais dire des bêtises, mais quand même je les ai lus, donc comme Emerson et Thoreau, qui étaient des sortes de naturalistes pragmatiques. Donc ces sortes de Rousseau, mais qui agissaient sur les choses. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire, d'ailleurs, parce que le héros de ces transformations s'appelait Olmsted, et il était, à Harvard, très proche de ces philosophes que je viens de citer. Donc c'est vraiment une vision d'une époque, une vision à un moment, et dont je suis pratiquement jaloux du caractère opérationnel. C'est que tout d'un coup, on faisait, on transformait, on avait ce plaisir, cette fierté de la transformation, de la construction, avec... une conscience de ce qu'était en effet la géographie naturelle et sa transformation. Et ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'une vision paysagère et peut-être un peu philosophique a fédéré des choix d'infrastructures, des choix urbains, des choix architecturaux. Et c'est une chose que nous n'avons pas connue ici pour des raisons historiques évidentes. Il y a eu des guerres mondiales et les priorités ont été d'une autre nature. Et aussi peut-être parce que notre société d'après-guerre s'est reconstruite avec de grandes ségrégations. Les ingénieurs ont pris le pouvoir, les architectes... Alors vous avez la chance d'être entre les deux. Donc les ingénieurs ont eu le pouvoir, les architectes ont été relégués d'ailleurs non plus au ministère de la Construction, mais au ministère de la Culture, justement. Ce qui voulait dire que parfois on leur a donné un rôle un peu subalterne. De sorte que dans nos villes des années 70, par exemple, les ingénieurs ont fait les voiries, comme à la Défense, souterraines, des architectes ont fait des bâtiments, et de très gentils paysagistes sont venus mettre un peu de verdure là où on pouvait. On refait ça aujourd'hui. C'est tout différent de se dire, mais non, le paysage peut être l'élément qui fédère l'ingénierie, l'architecture et l'urbain. Et nous retrouvons cela. Là où j'ai envie de donner un message optimiste, c'est que par exemple aujourd'hui, dans de nombreux projets urbains, le paysagiste, moi par exemple, devient mandataire d'équipes qui associent les ingénieurs, les urbanistes, les architectes, etc. Et ça, c'est nouveau en France.
Et je me réjouissais tout à l'heure avec vous de ces projets de métropole et de grandes villes qui se sont faits de cette manière-là. Alors j'ai un confrère qui avait tendance à dire avant on nous invitait pour le café, c'est-à-dire quand les choses sérieuses avaient été débattues dans les colloques, on fait venir un gentil paysagiste qui parle de verdure. Ça arrive encore, hein, pardonnez-moi. Mais les choses sont un peu différentes quand même. C'est-à-dire qu'en effet, je le répète, de très nombreux projets métropolitains sont déterminés par une vision paysagère, portée souvent par des élus en l'occurrence, et ça c'est tout à fait réjouissant. Et on a rattrapé un peu de notre retard, au point qu'il y a des colloques maintenant sur Olmsted en France, qui étaient totalement méconnus il y a 20 ans. Alors j'espère répondre à votre question en partie seulement, parce que c'est conceptuellement plus complexe. Mais moi, je suis un grand amateur d'architecture. Hein, très franchement, j'ai la chance de travailler avec quelques très très bons architectes. Et on oppose un peu trop facilement, peut-être aujourd'hui, dans des discours trop superficiels, technologie et une autre vision de la société. Mais c'est sérieux, la technologie. Je veux dire, quand vous pensez à Masdar en plein désert, ce qu'a fait Foster, c'est excellent. C'est une vision très intéressante. Alors après, on pourrait dire, mais non, ces gens-là n'ont pas le droit de vivre dans le désert. Quand on parle du Qatar, le problème, ce ne sont pas les stades, ce sont les villes. Donc moi, j'ai contribué, d'ailleurs, je l'avoue, à faire des espaces publics de ces villes. Est-ce qu'en effet, 200 000 personnes à Lusail n'ont pas le droit d'habiter là ? C'est une grande question de société. Alors là, c'est philosophique. Et ça, c'est sérieux. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans des conditions comme ça ? Est-ce qu'on dit non, ces Népalais n'ont pas le droit de venir habiter là, les Pakistanais non plus, ou on pense que ces villes existent et qu'elles doivent être faites bien ? Et en effet, moi, je pense que les travaux de Norman Foster, par exemple, sont très intéressants et participent d'une génération où la technologie a été extrêmement importante. Donc, culture dans une nature hostile, par exemple. Mais enfin, je voudrais. Ce débat-là est complexe, hein, bien entendu, et il est aujourd'hui un peu sensible, évidemment, avec le football, auquel je ne m'intéresse d'ailleurs pas du tout. Mais par contre, la note optimiste, c'est les incroyables progrès, je le répète, qui ont été faits depuis 30 ans dans nos pays, où vraiment on s'est doté de véritables visions et qui sont parfois extrêmement intéressantes et qui s'adressent à ces enjeux parce qu'on ne les a pas découverts il y a 2 ans. Je veux dire, les enjeux climatiques, on les connaît depuis très longtemps et par exemple les paysagistes travaillent depuis la fin du 19e siècle sur ces sujets-là. Comment gérer l'eau dans nos sociétés est un problème clé depuis très longtemps. Je crois qu'il y a, désolée de vous couper, mais je crois qu'il y avait encore pas mal de questions dans la salle. Donc si vous avez la bonté de patienter encore un petit peu, on vous laissera du temps pour poser encore des questions. Oui, je vous en prie. Bonjour et merci beaucoup pour tous ces échanges très riches. Je suis Nico Toublanche, j'interviens en tant que citoyenne. Moi, en fait, je suis assez effarée de 2 choses. La première, c'est effectivement la place qui continue à être absolument prépondérante de la voiture en ville. On parle de la pollution, effectivement, atmosphérique, climatique. On parle assez peu de la pollution auditive et encore moins de la pollution visuelle. Tout à l'heure a été mentionné l'espace pris par la voiture. Une voiture, dans le plus petit cas de figure, c'est 2 à 3 mètres carrés. Dans les plus gros, les SUV, c'est 10 mètres carrés. C'est hallucinant, en fait. Et je voudrais, moi, ma question par rapport à ça, c'est lié à la volonté politique. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté, qui ont conscience, qui ouvrent les yeux, qui veulent agir et réfléchir dans ce sens-là. Mais quand on voit les politiques qui vont à la COP 27, je ne sais même plus le numéro, en jet privé, ou un Premier ministre qui va voter en jet privé, force est de constater que la volonté politique de changer, d'avoir un plan, comme ça a été dit, et de faire en sorte aussi de contrecarrer peut-être les intérêts industriels de l'automobile. Et ben moi, je voudrais savoir comment on va s'en sortir avec des gens qui, en fait, sont pour beaucoup complètement à l'opposé de ce qui a à être fait. Et c'est une question qu'on aborde très peu. Je suis désolée de mettre les pieds dans le plat. Mais autant ici, oui, voilà, il y a de la conscience, encore une fois, de la bonne volonté, mais je n'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas au sommet de notre pays et d'autres. Alors là, il y a beaucoup de questions dans votre question, en réalité. Si vous le voulez bien, ça suscite des réponses diverses. Donc si on peut être très concis sur nos réponses. Merci. Je pense qu'on va s'en sortir grâce à vous. On va s'en sortir parce qu'il y a cette conscience citoyenne qui fait que quelque part, effectivement, nos élus, nos décideurs doivent prendre des grandes décisions avec des phénomènes qui sont maintenant reconnus et prégnants. On peut plus dire qu'on ne sait pas.
C'était encore valable il y a une dizaine d'années, on peut dire qu'on ne sait pas. Et donc, maintenant, il ne faut pas se jeter la pierre. On avance. Aujourd'hui, les quartiers qui sont en train de s'imaginer, de se construire, sont des quartiers dans lesquels on prend en compte l'usage et la fréquentation du quartier. Et de plus en plus, il n'y a pas de voiture. Les grands quartiers que nous sommes en train d'imaginer de demain, nous sommes en train de... Un quartier, c'est 10 ans. Donc, on projette des quartiers dans 10 ans. Il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus de voiture. La réalité, c'est qu'on travaille non pas sur l'architecture du quartier, mais on travaille sur son ensemble. C'est-à-dire, finalement, quelle est l'émission carbone du citoyen qui vit dans ce quartier, avec son usage. Et évidemment, on est percuté par le problème de la voiture. Et la consommation moyenne d'un citoyen, c'est 10 tonnes de CO2. Si on veut descendre à 2 tonnes, à 2050, eh bien, il va falloir travailler 2 sujets. L'émission pour vivre, loger, c'est 2 tonnes, et le transport, 2 tonnes. Et donc, finalement, c'est sûr qu'on imagine ces quartiers-là et on fait cette pression-là sur le public. Et il y a des élus qui nous aident parce qu'ils portent ces projets-là. Donc, ne nous faisons pas non plus trop mal. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ça ne va pas assez vite, mais c'est en train d'arriver. Je crois qu'on avait aussi une réponse du côté de Michel Desvignes. Pardon, non, dans ce genre de sujet, ce qui est très difficile, c'est de voir. D'ailleurs, dans beaucoup d'autres sujets, ce qui est très compliqué, c'est d'avoir une perception à peu près fiable de la réalité. Et alors moi, j'ai eu le Grand Prix de l'urbanisme, et quand j'ai eu ça, n'étant que paysagiste, j'ai essayé de comprendre en effet ce que voulait dire étalement urbain. Et c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Je veux dire, c'était il y a un peu plus de 10 ans, et il y a 10 ans, on nous expliquait, d'ailleurs les géographes s'opposent parfois, 50% de la population française vit dans un habitat diffus, à plus de 800 mètres de son lieu de travail, plus de 800 mètres d'un commerce, plus de 800 mètres d'une école. On a tendance très souvent à se concentrer sur les centres-villes et à occulter la réalité de nos villes. La réalité de nos villes, c'est très souvent cet étalement, qui est d'ailleurs un énorme sujet de société. Nous évoquons ici des projets de transformation de centre-ville pratiquement. On a parlé de métropole, de villes moyennes, des villes de plus de 70 000 habitants. Mais le sujet pour lequel la voiture... À Paris, il n'y a pas de voiture. Les Parisiens ont très peu de voitures. On le sait bien. Je crois qu'il y a moins d'un ménage sur 2 qui a une voiture et ça baisse tout le temps. Donc le sujet, ce n'est pas les voitures dans le centre de Paris. Le sujet, c'est dans cet étalement urbain, dans ces lotissements, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est cette partie très importante de la population qui ne vit pas en ville, qui vit dans une ville. Cette ville existe, elle est là, on ne va pas les détruire. Moi j'ai travaillé à Détroit, je ne sais pas si vous avez comme projet une déprise urbaine, c'est-à-dire si vous voulez démolir les maisons, c'est pas facile à faire. Vous voyez, c'est ça le sujet. L'étalement urbain existe. Une très grande partie de nos concitoyens vivent dans un étalement urbain considérable, loin de tout, et en effet a besoin de déplacement, et on ne créera pas une ligne de tram par maison. Donc ce sujet-là, il est sérieux. Et en effet, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de complexité. Tout ce qu'on évoque est vrai sur les centres-villes. Ce que vous dites est vrai dans les villes, est vrai dans les métropoles, vrai dans certaines concentrations. Comment fait-on pour ceux qui ne sont pas là, qui existent ? Donc évidemment, les progrès technologiques comptent, mais aussi, voyons tout de même, ces progrès incroyables, enfin ces transformations auxquelles on assiste. Je veux dire, le Covid a eu comme effet non seulement cette appétence pour l'extérieur, mais une autre organisation du travail qui est en train de naître. Je veux dire, le télétravail existe. À la Défense, vous avez 80% d'occupation des locaux en ce moment, mais il n'y a personne le mardi, il n'y a personne le vendredi. L'organisation du travail fait qu'on va utiliser les villes autrement, très probablement. Ceci est un changement radical. Il n'empêche qu'il y aura toujours une dispersion qui nécessite des transformations technologiques multiples. Enfin, vous voyez, on ne peut pas évacuer ça. Je ne sais pas si vous vous levez tôt le matin, moi ça m'arrive très souvent. Par exemple, pour aller prendre un avion, parce qu'il le faut. Quand vous voyez l'embouteillage de dizaines et dizaines de kilomètres de ceux qui vont travailler, je ne pense pas qu'ils le fassent que pour visiter. Ça relève de la nécessité, il n'y a aucun plaisir à le faire. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là ? Comment est-ce qu'on fait ? Enfin, je vous renvoie sur une question un peu simpliste, mais effectivement, moi, je suis fasciné effectivement par la complexité du monde et la nécessité que nous avons d'avoir des multitudes de solutions. Il n'y a pas un discours unique, il n'y aurait pas une espèce de dogme qui permettrait de résoudre les choses. Très brièvement, montrer
montrer l'impact de la voiture sur l'espace public. Qui dans cette salle utilise parfois son téléphone pour utiliser une application qui mesure la pollution sonore, en fait le niveau sonore dans la rue? Alors, 2 personnes. Moi, j'aimerais bien que ce soit 80%. Moi, je le fais régulièrement parce que là, vous voyez la violence sonore qui vous est infligée. Et ça, c'est pas pour faire le sensible, mais en fait, on ne se rend même pas compte. Moi, je m'en rends compte parce que je n'ai pas une grosse voix. Donc moi, quand je suis en terrasse, c'est pénible pour moi. Et donc, j'ai décidé de l'objectiver en cartographiant un petit peu, tout simplement, avec cette application. Je vous conseille tous de le faire. Et deuxième chose, moi, j'ai dans mon livre « Pourquoi pas les vélos ?», j'ai consacré un chapitre à ça, et je l'ai appelé « L'hostilité urbaine », l'hostilité de la rue. Pour mettre des photos, parce qu'on a tellement l'habitude de voir la rue comme elle est, qu'on ne se rend même plus compte que la voiture prend de la place. On va râler, et je m'arrête là, de la mocheté d'un parking pour vélo, alors qu'il y a des centaines de voitures garées qui ne sont pas tous très belles, et personne n'en râle. Pourquoi? Parce que c'est notre angle mort. Alors, avant que tout le monde, et en particulier le fond de la salle, ne se sauve, puisque l'heure est passée, très rapidement, je voulais vous rappeler que dans tous ces discours, il y a eu quand même beaucoup de notes d'espoir. On a parlé de projets de végétalisation qui avançaient et qui avançaient globalement dans nos pays. On a peu parlé, mais n'hésitez pas à écouter les autres tables rondes d'éducation à la nature. Il y a une table ronde qui est consacrée à ce sujet dès demain. Il y a aussi donc sur les innovations, alors sur la construction des visions qui peuvent sembler différentes, mais qu'on croit aux innovations ou pas. On aura de toute façon besoin de sobriété. Léonore Monconduit le rappelait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Simplement pour vous dire qu'avant que vous ne partiez, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place, et peut-être que l'espoir pour les plus jeunes d'entre nous qui nous quittent, c'était aussi d'écouter l'action qu'il est possible de mener, y compris quand on est une association et qu'on peut porter avec ses petits bras à des élus, et parfois ça marche.